Bonjour Monsieur Kouakou. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors, bienvenue Monsieur Kouakou. Alors, oui. en anglais c'est Child Right and Business. C'est pas facile de quitter de l'eau du banco aux enfants, mais on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça et qu'est-ce que cela devrait nous amener à penser? Ça nous amène à penser à quoi? Déjà, je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous donnez chaque fois de communiquer sur la question du droit de l'enfant. La prononciation, c'est Child Right and Business. En fait, il faut dire que le monde s'est rendu compte, après la signature de la Convention de 1989, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, pour laquelle nous célébrons les 30 ans cette année. Alors donc, le monde s'est rendu compte que dans la quête du développement économique des pays, il y a l'installation d'activités économiques et financières, donc plus particulièrement celles des entreprises. Et donc, les activités des entreprises ne laissent pas indifférentes dans leur chaîne de production les populations et plus particulièrement les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, de tout sexe. Et depuis 2011, donc, les Nations Unies ont érigé un ensemble de principes directeurs pour, on va dire, emmener les entreprises à avoir des activités plus saines et qui respectent un peu plus la question des droits de l'enfant. C'est en 2011. Ensuite, en 2012, Save the Children, UNICEF et Global Compact se sont donc associés pour élaborer un ensemble de principes qui sont au nombre de 10. Donc 10 principes qui peuvent guider les activités des entreprises, puissent faire du business, mais sans avoir une incidence négative sur les droits de l'enfant. Et c'est ce que nous appelons Child Right and Business, mais en français, on pourrait dire les droits de l'enfant et les principes régissant les entreprises. Très bien. Alors, on parle d'enfants, on parle d'entreprises, d'où le profit. Cette corrélation-là, on se rappelle que des fois, au niveau international, il y a certaines marques qui ont été boycottées parce que faisant travailler des enfants dans leur usine au niveau extérieur. Le point ici, en Côte d'Ivoire, ça donne quoi? En Côte d'Ivoire, disons que depuis le dernier rapport produit par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2016, il y a près de 32% d'enfants qui travaillent. 31,3% d'enfants se trouvent en situation de travail. Mais ne disons pas systématiquement que le travail de l'enfant doit être banni. Mais il y a toute une autre forme de travail de l'enfant qui doit être banni. Justement, ça a encouragé. Mais il y a une forme de travail on va dire, qui est désignée par les pires formes de travail de l'enfant. Donc, qui sont dans une autre convention encore des Nations Unies. On appelle ça la Convention 182. Donc, cette convention parle encore, en plus, de types dangereux de travail. Et ça a été renforcé au niveau de la Côte d'Ivoire en juin 2017 par un arrêté qui donne donc la liste de ce qu'on a appelé les travaux dangereux et la liste des travaux légers. Donc l'enfant peut, dans le cadre de son intégration sociale, effectuer un certain nombre d'activités. Mais malheureusement, il se trouve que certains enfants, dans le cadre de leur travail, donc nous parlons là de, disons, plus de 21% d'enfants en Côte d'Ivoire qui se trouvent dans une situation de travail qu'on appelle travail dangereux. Okay. C'est une vraie typologie, une nomenclature par rapport au travail des enfants. Quand on parle de travail, quand on parle d'enfants, vraiment on fait attention parce qu'il y a beaucoup de conventions, le monde entier nous regarde. On va aller dans la rue, voir un peu ce que les Ivoiriens pensent, comment ils appréhendent bien sûr ce sujet que nous abordons en ce lundi commençant. Cacaoyer, par exemple, où on envoie des enfants travailler pour les payer à la suite. Bon, là, c'est des choses à proscrire. Ce n'est pas bon, c'est interdit. Sinon, quand on accompagne son père ou sa mère au champ et on fait des petites activités au champ, ce n'est pas mauvais. Ils sont obligés de se promener dans les rues pour vendre les sachets d'eau, des trucs pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Il y a d'autres aussi, même s'ils ont pu aller à l'école, arriver devant c'est bloqué parce que les parents n'ont pas les moyens. Un enfant doit être à l'école pour être bien discipliné, comme ses camarades. Un enfant peut faire des travaux de maison, voilà, en ce qui concerne l'éducation. Maintenant, le travail des enfants au niveau des champs, comme on a l'habitude de l'entendre ces temps-ci, est quelque chose qui n'est véritablement pas bien. La place de l'enfant, c'est d'abord à l'école. Il faut qu'il soit à l'école, il faut qu'il puisse apprendre pour que demain il soit mieux inséré dans la société. Et nous savons que depuis toujours, nos parents nous ont toujours fait accompagner. On les a accompagnés au champ
avec leur bidon d'eau, tout cela. Mais quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ramasser les carottes de cacao pour les mettre en tas. L'enfant qui ne va pas à l'école, il n'est pas content, il n'est pas parti à l'école. Il n'est pas content de travailler au champ, il est content pour travailler à l'école. Il n'aime pas que ses parents le maltraitent comme ça pour qu'il travaille à l'école. Et voilà, de retour sur ce plateau, plusieurs avis et définitions du travail des enfants et même les concernés se sont prononcés sur la question. Monsieur Kouakou, on a envie de vous poser la question de savoir quelle est la classification précise du travail des enfants. Parce qu'au-delà de ce qu'on sait dans la cacaoculture qui enfle, il y a d'autres formes de travaux d'enfants non conventionnels. Tout à fait, tout à l'heure dans l'élément, il y a, je vais dire, une personne qui parlait du travail à la maison, même le travail domestique. Quand il empiète sur, quand il y a une incidence négative sur la santé de l'enfant, ou bien quand il est fait à des heures où l'enfant est censé être en train d'apprendre et qu'il, on va dire, constitue une potentielle menace pour le développement ou la croissance physique d'un enfant, peut être dangereux. Donc, c'est le principe en fait qu'il faut avoir. Un enfant peut mener des activités, mais tant que cette activité n'a pas d'incidence négative sur l'opportunité d'apprentissage, sur sa protection ou sur sa vie, tout court, il faut systématiquement bannir. Donc, c'est pourquoi à l'entrée, j'ai tout de suite remercié la RTI, parce que je pense que le point fort de toute cette question, c'est la communication et c'est l'information qu'il faut partager autour de nous. Le principe, c'est de ne pas faire à un enfant ce qu'on n'aurait pas souhaité qu'on nous fasse. Quand on était enfant ou quand on était enfant. Donc, je veux dire qu'on soit alphabétisé ou pas, nous sommes en train de parler là de près de la moitié de la population ivoirienne, parce qu'il faut dire qu'il y a 5 ans, les enfants, c'est-à-dire des personnes dont l'âge varie entre 0 et 14 ans, constituaient 42% de la population ivoirienne. Donc, si on se met, par exemple, dans une situation où ces enfants n'ont pas l'opportunité d'apprendre, ne peuvent pas être protégés, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, vous voyez que cette population va avoir des difficultés. Monsieur Kouakou, quand on vous entend, et Alix vous a demandé la classification tout à l'heure, quand on vous entend, et quand on entend les responsables qui en chargent vraiment la sérénité des enfants, et qu'on voit ce qui se passe dans la rue, on a l'impression que c'est deux mondes. On a énormément d'enfants mendiants, on a énormément d'enfants en conflit avec la loi, on a énormément d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui vous happent comme ça quand vous êtes en voiture. Alors que je respecte le travail que vous faites, alors qu'il y a beaucoup qui est fait. Mais pourquoi, de façon visuelle, on est choqué comme ça constamment par les enfants qui viennent vers nous, qui ne sont pas à l'école, qui vraiment, il n'y a rien à faire? Déjà, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on soit choqué, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on a l'information de ce qui est positif pour un enfant et qu'on arrive à faire la distinction de ce qui est négatif. C'est être indifférent face à cette situation de l'enfant qui poserait problème. Donc ça veut dire que déjà la sensibilisation qui est faite autour nous permet de distinguer ce qui est bon pour un enfant de ce qui est mauvais. Autre chose, c'est que l'enfant, comme toute personne en Côte d'Ivoire, est protégé par la loi. La mendicité est punie. La mendicité tout court, elle est punie. Mais malheureusement, nous avons nous aussi des activités ou bien nous avons des comportements qui emmènent des populations à continuer, puis je prends toujours le cas de la mendicité, à continuer à mener ces activités. Aujourd'hui, c'est la question du travail de l'enfant peut-être qui pose problème. Mais dans les 10 principes dont je parlais tantôt, il y a un ensemble de principes, par exemple la question du travail décent. La question du travail décent est l'un des principes identifiés par ces organisations que sont UNICEF et Save the Children Global Compact, qui dit que si le parent n'a pas accès à un travail décent, il ne peut pas donc donner, je donne un exemple, il ne peut pas faire jouir à ses enfants de tous leurs droits, par exemple le droit à l'éducation. Il ne peut pas donner la protection sociale à son enfant. Donc, il faut également prendre tous ces paramètres en compte. Regardez par exemple l'effet que peut avoir les publicités sur les enfants dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Alors, si la réglementation n'accompagne pas systématiquement toute notre volonté de protéger les enfants, il va y avoir un problème. Donc, les publicités qui sont faites dans les rues, dans les coins de rue, quand on passe, on voit des publicités, on sait que ces produits sont interdits à moins de 18 ans. C'est-à-dire que les enfants ne doivent pas avoir accès. Mais quand vous sortez des écoles, vous voyez par exemple des pancartes faisant la promotion de produits qui sont censés ne pas être consommés par des enfants.
Donc c'est de tout ça que nous parlons. Et ce sont ces choses-là, c'est sur ces points que nous voulons attirer l'attention. Justement, parlons de votre action sur le terrain et de ce que vous faites concrètement en tant qu'organisation non gouvernementale. Dans cette même lignée-là, votre action, c'est quoi? C'est être le relais, être le régulateur des actions du gouvernement. Comment ça se passe pratiquement? Ça se passe pratiquement par le renforcement des capacités techniques des organisations de la société civile. Parce que, disons que dans le cadre de notre intervention, il y a, c'est vrai, l'État, vis-à-vis duquel nous faisons des plaidoyers. Il y a les organisations de la société civile qui, comme sous d'autres cieux, sont très fortes. Et ces organisations-là arrivent à interpeller, par exemple, des autorités. Je pense que ça a été le cas ici récemment. C'est-à-dire que quand il y a des dysfonctionnements au niveau de la société, ceux qui sont les premiers à lever la voix et à interpeller les autorités gouvernementales, ce sont les organisations de la société civile. Elles peuvent le faire, mais ce que nous nous recommandons, c'est de le faire de façon douce, à travers un plaidoyer adressé à l'État de Côte d'Ivoire. C'est le renforcement et l'autonomisation des individus, c'est-à-dire des enfants. Je vais vous donner un exemple tout court. Quand une organisation et quand une entreprise doit s'installer en Côte d'Ivoire, elle a amené à faire, selon le secteur dans lequel elle intervient, à faire une évaluation d'études d'impact environnemental. Le rapport qui est produit par l'agence habilitée à le faire, selon le décret de 2013, donc l'ANDE, quand ce rapport est produit, les recommandations qui émanent de cette évaluation de l'étude d'impact environnemental n'est malheureusement pas toujours publiée par ces entreprises. Donc du coup, les communautés ne savent pas quelle incidence ces entreprises pourraient avoir sur le bien-être. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous plaçons pour interpeller et pour renforcer les capacités de ces communautés, faire des plaidoyers à l'endroit soit de l'Assemblée nationale, à qui je dis un grand merci ici, qui a beaucoup fait dans ce cadre-là, et où sont en compte les agences nationales ou bien le ministère. Et on leur demande tout simplement de faire en sorte que ces recommandations soient publiées, soient connues par les communautés, soient connues par les populations, de sorte qu'on puisse les éviter. Monsieur Kwaku, le cadre législatif, c'est OK. Au niveau législatif, il n'y a pas de souci. Au niveau de la volonté politique, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des actions, au niveau social et au niveau des différentes sphères de la société, nous tous, nous savons en Côte d'Ivoire ici que les enfants qui mendient, par exemple, sont pilotés par quelqu'un à qui ils vont rendre des comptes. Nous tous, nous savons en Côte d'Ivoire ici qu'il y a une filière de personnes du nord-est de notre pays qui viennent, qui sont communément les bonnes à tout faire. Il y a un trafic. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour endiguer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour aller parler aux communautés religieuses, aux communautés tout court, pour que vraiment on puisse couper le mal à la racine? Il faut dire, je pense qu'aujourd'hui, le mal, c'est les chiffres. Il est difficile de pouvoir avoir des chiffres, des statistiques qui montrent un peu partout dans chaque secteur comment est-ce que le problème est résolu progressivement. La mendicité telle qu'elle était avant n'est plus celle qu'elle est aujourd'hui. Je pense. Parce que... Vous pensez à partir de quel chiffre? Eh bien, écoutez... Oh, il n'y en a pas. Donc, comment vous pouvez... Non, je prends toujours le constat. Le constat, c'est que la mendicité, je pense, si vous constatez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous verrez que progressivement, ces réseaux organisés de mendicité commencent à disparaître. Et ce n'est pas ce que ça devait être depuis. Et d'autres naissent aussi. Il y a d'autres formes de violence faites aux enfants qui naissent malheureusement. Et nous interpellons les familles. C'est pour ça que nous demandons, par exemple, aux organisations de la société civile nationale de mener des activités de sensibilisation. Parce que dans l'écosystème de protection de l'enfant, le premier noyau de protection, c'est la cellule familiale. Ces enfants que vous voyez viennent de familles. Donc c'est la responsabilité parentale qui doit être mise en exergue à ce niveau. On n'arrive pas à contenir tout le monde, mais on arrive à interpeller les parents sur leurs responsabilités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez par exemple, ces personnes-là, avant elles ne fuyaient pas, même quand elles mendiaient dans la rue. Mais aujourd'hui, vous verrez par exemple qu'à tous les coins de rue, pratiquement, c'est vrai, il y a la police, mais la police ne peut pas, je vais dire, bloquer tout le monde dans la rue, je vais dire, ne peut pas
ne peut pas empêcher ces personnes de sortir, avoir la de venir. participation d'autres entités pour pouvoir mener à bien ces actions-là. Faisons toujours écho de l'activité des enfants et des entreprises. Oui. Vous nous avez expliqué à l'instant que la divulgation ou la publication des résultats au sein des entreprises, ce n'est pas quelque chose de contraignant. Alors vous, de votre place, qu'est-ce qui est fait au sein des entreprises pour les sensibiliser à la chose du travail des enfants? Au sein des entreprises, déjà, la première chose, c'est de créer, de participer. Nous participons et nous créons quelques différentes plateformes pour essayer de rassembler ces entreprises-là. Donc, vous verrez récemment que nous sommes en train de négocier avec un certain nombre d'entreprises, un certain nombre également d'agences nationales, pour faire en sorte que, quand une entreprise arrive en Côte d'Ivoire, je prends par exemple dans le cas du CPC, pour lequel, je vais dire, nous avons déjà entrepris au sein de notre organisation, de faire en sorte que disons, près de 15 000 entreprises, telles que le disait le CPC en début d'année, qui ont été créées l'année passée, puissent progressivement être dans le cadre formel. Il est plus facile de gérer des entreprises qui sont dans le cadre formel que de travailler avec des entreprises qui sont dans le cadre informel. Et malheureusement, ce sont ces entreprises qui sont dans le cadre informel qui créent un peu plus de problèmes parce qu'elles n'existent formellement pas. Et nous essayons de travailler avec ces structures-là pour faire en sorte qu'au cours de leur installation, elles puissent s'engager politiquement, mais de façon programmatique à anticiper sur tout ce qui pourrait être incidence. Je vous donne, il y a des pesticides organiques polluants, par exemple. La Côte d'Ivoire a signé encore une autre convention pour faire en sorte que ces pesticides ne soient pas utilisés. Et tout à l'heure, je vous ai vu dans une... je vais dire, vous étiez dehors, en train de travailler avec des citoyens qui mènent des activités. Mais regardez bien cette eau. Cette eau qu'ils utilisent, c'est vrai qu'elle coule. Mais si une entreprise déverse des produits, des pesticides organiques polluants dans cette eau, il va se trouver que tous ceux qui enverront, par exemple, leurs habits là, pourront être affectés. Parce que la question de l'environnement également pose un problème. Et si ces personnes sont affectées, leur force de travail va diminuer et elles se feront aider par qui? Leurs enfants. Malheureusement. D'accord. Alors, c'est une situation de cause à effet. Et oui, comme vous le dites, c'est assez complexe. On espère qu'avec les ressources des uns et des autres, sociétés civiles, vous, organisations non gouvernementales, et même l'action gouvernementale, on arrivera à endiguer le travail, les pires formes de travail des enfants et prendre soin de nos bouts de chou, car ils n'ont pas demandé à naître, c'est de notre responsabilité. Merci, c'était notre responsabilité de vous occuper pour